Donc effectivement, je vais vous parler de caractérisation biomécanique du pli vocal. Je vais vous proposer un état de l'art un petit peu sur les connaissances acquises sur la biomécanique du pli vocal à différentes échelles. Et puis, j'enchaînerai avec la présentation de recherches assez récentes justement sur la microstructure fibreuse du pli vocal. Donc, ce sont des travaux qui sont actuellement menés dans le contexte de la thèse de Thibaut Cochereau, donc en thèse entre plusieurs laboratoires, donc 3SR, le Gypsalab aussi, donc encadré par Nathalie Henrich, Bernardoni, et puis une collaboration avec le LADAF, le Laboratoire des Alpes françaises, l'IAB et différentes modalités d'imagerie sur Grenoble, une entreprise Novitum et puis l'ESRF, donc le synchrotron à Grenoble. Donc pour commencer, je vais vous proposer une introduction, une première lecture physique de base sur la production vocale. Ensuite, je vous présenterai quelques bases en caractérisation mécanique des matériaux pour vous donner un peu le background nécessaire pour essayer de mieux comprendre tout ce qui a été fait depuis ces dernières années sur la caractérisation biomécanique du pli vocal. Et donc oui, on parlera de 3 échelles. Une échelle macroscopique, une échelle qu'on appellera mésoscopique et une échelle microscopique qui descendra donc à l'échelle des fibres du tissu vocal. Donc ce sont des échelles spatiales pour aborder le tissu avec différents points de vue complémentaires. Alors, donc, tout d'abord en introduction, donc la production vocale, vous avez ici le rappel physiologique du fonctionnement de l'appareil vocal humain, avec voilà, son premier étage de soufflerie, assuré donc par les poumons qui génèrent donc une source aérodynamique. L'écoulement pulmonaire va interagir au niveau du larynx avec les plis vocaux, les cordes vocales, plis vocaux, donc tissu mou déformable du larynx. Donc vous avez donc à gauche un plan axial et puis une animation dans un plan frontal. Ces interactions entre le fluide et le tissu mou déformable vont générer une source de vibration, une onde acoustique qui va se propager dans le conduit vocal et donc qui va être filtré par les différents résonateurs, donc la langue, le voile du palais, les lèvres. Et donc une partie va être rayonnée aux lèvres pour produire un son voisé, par exemple une voyelle. C'est l'articulation. Donc je vous ai mis ici quelques mesures physiques qui peuvent être typiquement réalisées pour mieux comprendre ce système. Donc, on a en input, en entrée de ce système complexe, une pression sous-glottique plus ou moins constante, donc des pressions qui sont de l'ordre de 300 à 3600 pascal. Voilà. Sur l'étage du larynx, on peut avoir différents signaux de sources glottiques, donc ils peuvent être acquis soit par électroglottographie ou par exemple ici un signal d'onde de débit glottique, donc qui nous renseigne sur la période de vibration des plis vocaux, sur aussi les instants d'ouverture, de fermeture, etc. Et en sortie du système, en vert, on a un signal audio, un signal donc de pression acoustique qui peut être enregistré par un microphone, donc avec des ordres de grandeur qui sont de 2 10 puissance moins 5 pascal à 20 pascal, donc le minimum audible jusqu'au seuil de la douleur. Alors, je voulais m'intéresser plus spécifiquement aux entrées, aux sorties de ce système pour un peu mieux comprendre justement ce qui se passe dans la conversion entre l'entrée et la sortie de ce système. Alors en entrée, voilà, on a en bleu un signal de pression qui est quasiment plat, enfin, qui varie très très peu dans le temps. Donc c'est quoi la pression? Donc l'air est un gaz qui n'a pas de forme ni de volume propre, qui est facilement déformable, qui est constitué de minuscules molécules, voilà, de diazote, de dioxygène, très nombreuses, et donc qui sont sans cesse en agitation thermique, donc qui bougent, qui s'entrechoquent, et qui s'entrechoquent aussi entre elles et contre les parois qu'elles peuvent rencontrer. Et donc la pression, ça quantifie justement l'amplitude de ces forces que l'air exerce sur les parois qu'il rencontre. Donc PT, c'est la pression totale. Donc c'est vraiment cette pression, c'est vraiment le résultat des chocs moléculaires. Quand l'air est comprimé, le volume est diminué, les molécules sont plus resserrées, et donc on a une pression qui augmente. Voilà. Alors cette pression, elle peut généralement être exprimée par rapport au vide absolu, l'absence totale de matière, donc complètement positive, ou alors exprimée sur une échelle relative de la pression atmosphérique,
donc qui est égale à 10 puissance 5 pascal, et donc être positive ou négative. Donc quand on parle de la pression sous-glottique constante, c'est vraiment de cette pression relative dont on parle. Hein. On a un diaphragme en expiration qui met l'air en compression dans la trachée. Et donc là, on voit que la force motrice du système est continue et faiblement variable dans le temps, comme vous le montre ce diagramme très très simplifié en haut à gauche. Voilà pour l'entrée. Si on s'intéresse à la sortie du système, alors s'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas de son, si on a une zone d'air au repos sans écoulement, alors on a une pression totale qui est égale à la pression atmosphérique ambiante. Si on rajoute un son, maintenant, on a un terme de pression acoustique qui vient s'ajouter, qui a une amplitude bien inférieure à la pression atmosphérique. Et donc, vous voyez que ça s'exprime comme des petites fluctuations de pression de part et d'autre de la pression atmosphérique, donc des zones de surpression et de compression. Vous avez ici l'illustration de la propagation d'une surpression simple, donc une onde non périodique, qui va donc se propager de proche en proche, de molécule en molécule, et c'est ça qui est audible. Là, vous avez le cas plus compliqué d'une onde périodique sinusoïdale, donc un cas idéal encore, où on voit l'onde de pression qui vient se propager de part et d'autre, avec des zones de compression où les molécules sont très resserrées, puis des zones de raréfaction où les molécules sont éloignées les unes des autres. Alors, pour le cas d'un signal vocal, on a une onde périodique, mais qui n'est pas sinusoïdale, mais qui vient également se propager comme ça dans le milieu de propagation qui peut être généralement qui est l'air. Donc ces animations ont été prises sur la page web du professeur Dan Russell, où vous avez un certain nombre d'animations en acoustique qui sont vraiment très très pédagogiques, donc je vous invite à y faire un tour. Voilà, donc au final, le son, qu'est-ce que c'est ? C'est une onde de pression qui provient de la compression et de la décompression du milieu dans lequel le son se propage. Donc vous voyez que les molécules, c'est illustré ici, elles oscillent sur place. Hein. Vous avez quelques molécules, des points rouges ici que vous pouvez suivre de l'œil. Mais il n'y a pas de mouvement d'ensemble du milieu matériel. Donc la vitesse de l'onde, ce qu'on appelle la célérité du son, est différente de la vitesse du fluide, des particules, qui sont mises en mouvement au passage de l'onde. Et justement, cette célérité, la vitesse des ondes, qu'on note C, est très très liée aux caractéristiques thermodynamiques du milieu de propagation, en particulier la température. Et vous avez ici un certain nombre d'ordres de grandeur de cette célérité en fonction du milieu de propagation, l'air, l'eau ou l'acier. En comparaison, donc, la vitesse des particules du fluide qui sont mises en mouvement sont vraiment bien inférieures, de l'ordre du micromètre par seconde ou du millimètre par seconde. Alors voilà, donc en résumé, on a en entrée de ce système complexe qui est le système vocal humain, des variations de pression qui sont très lentes dans le temps, une énergie continue, et puis on passe en sortie à des variations de pression rapides, donc avec une énergie de type ondulatoire. Et donc on voit bien que c'est au niveau laryngé, donc c'est vraiment au niveau des plis vocaux que va se passer cette conversion entre l'énergie continue et l'énergie ondulatoire. Donc ça, c'est une animation qui est passée également sur une chaîne de télévision allemande qui montre bien cette conversion. Alors, on peut s'interroger sur l'origine de ces oscillations maintenant. Donc on a pu penser que, effectivement, comme d'autres oscillateurs biologiques du corps humain, ces oscillations pouvaient venir d'un contrôle neuromoteur, avec une ouverture de la glotte suite à des influx nerveux et une fermeture sous l'action des muscles constricteurs de façon périodique. Donc ça a été une première théorie qui a été proposée dans les années 50, qui a été mise en défaut par un certain nombre d'expériences, notamment par les expériences de Van der Berg en 1960, et donc qui montre sur des expériences sur des larynx excisés que c'est plus un phénomène passif au sens non contrôlé par le système neuromoteur. Donc vous avez ici une vidéo justement faite par Van den Berg qui vous montre sur un larynx excisé l'entretien d'auto-oscillation glottique une fois couplé à un écoulement d'air. Let us begin in the upper part of chest voice and increase longitudinal tension.
Now we go back down. Voilà, donc qu'est-ce que nous montre cette vidéo? Donc on voit qu'on a une vibration des plis vocaux qui n'est pas liée à une activité musculaire périodique à la fréquence de l'oscillation acoustique. On voit qu'on a une géométrie, une tension des plis qui est régulée par la contraction, le relâchement de la musculature laryngée. Là, c'est complètement piloté par l'opérateur. Et on a un système ici qui est alimenté de façon continue en énergie par une source extérieure qui est l'écoulement d'air. Voilà, donc ce sont bien les interactions fluide-structure au niveau des plis vocaux qui sont à la base de cette conversion input lent et output rapide. Alors après, ce n'est pas un problème très simple à comprendre malgré tout. Comment un écoulement fluide continu, stationnaire dans le temps, peut-il mettre une structure en mouvement et en vibration? Donc pour essayer de vous faire sentir un peu la physique qu'il peut y avoir derrière, j'ai choisi le cas modèle en interaction fluide-structure d'un drapeau dans le vent. Donc c'est un cas qui peut paraître très éloigné, a priori de la problématique, mais qui est très compliqué, qui fait encore l'objet de nombreuses études dans les laboratoires de recherche, en particulier au LADIX ou à l'IRFE à Marseille. Vous avez les travaux ici d'un Viro en 2015, qui est vraiment dédié à cette étude-là. Et donc, voilà, donc l'idée c'est de vous illustrer un peu les mécanismes possibles d'excitation de cette structure molle qui vient flotter dans le vent. Alors, comment mettre le drapeau en mouvement? Il y a a priori deux modes d'excitation. Soit on place le drapeau dans un écoulement fluctuant, par exemple dans le sillage d'un obstacle, donc un écoulement instationnaire. Soit on déstabilise en fait le drapeau par un écoulement constant, stationnaire, mais qui vient flotter par instabilité. Donc ce qu'on appelle le flottement. Ça, c'est quelque chose qui est étudié en laboratoire. Vous avez ici, donc par, j'allais dire cinématographie ultra rapide, mais oui, l'acquisition d'une caméra ultra rapide, vous avez la décomposition de la vibration d'un drapeau vu de dessus, avec des vues superposées pendant une période de battement, et donc la vibration qui va dépendre forcément de la géométrie du drapeau. Le point de départ de ce flottement, c'est la mise en instabilité de ce drapeau. Donc, si j'ai pas d'écoulement, si j'ai une vitesse à zéro, le drapeau fléchit sous l'effet de la gravité. Si je commence à avoir un petit peu de vent, en deçà d'une certaine vitesse critique, le drapeau va s'aligner avec l'écoulement dans la direction du vent. Et puis, au-delà d'une certaine vitesse critique, le drapeau va se déstabiliser et entrer en flottement. Donc c'est ce qui est résumé dans le diagramme ici, avec l'amplitude de flottement. On passe d'une position stable à une position de flottement avec la vitesse du vent qui augmente. Alors, les études dont je vous ai parlé, Viro, Eloi, etc., ont montré que la vitesse critique, justement, dépend d'un certain nombre de paramètres géométriques du drapeau, mais aussi du module d'élasticité du drapeau. Donc vraiment des propriétés mécaniques du drapeau. Pareil, la fréquence à la vitesse de vent critique, la fréquence de battement, est proportionnelle à la fréquence naturelle, la fréquence proc du drapeau à la vitesse de vent nulle, donc sans excitation. Et là encore, on voit que cette fréquence, elle dépend des propriétés élastiques du drapeau. Voilà, donc ça, ce sont des mesures qui peuvent être faites en laboratoire. Comment comprendre physiquement cette instabilité? Alors, on peut faire une analogie entre les formes du drapeau, les courbures, et puis la surface d'une vague. Donc, vous avez par exemple en haut, en bleu, les lignes de courant de l'écoulement. Et donc, vous avez une section de passage de l'air près de la courbure du drapeau qui est localement restreinte. Si on veut avoir une conservation du débit volumique dans cette partie-là, on a une accélération de l'écoulement. Et les lois de Bernoulli nous disent que si j'ai une accélération de l'écoulement, ça s'accompagne d'une baisse de pression locale et donc une raréfaction de molécules. Et donc la nature ayant horreur du vide, on a une aspiration de la courbure. Donc le drapeau qui est aspiré vers le haut. Alors voilà, on peut décomposer ici en laboratoire encore le drapeau, donc l'écoulement arrive, le drapeau commence à se courber, on a une aspiration vers le haut, et donc on voit que la vitesse de déplacement est en phase avec les forces fluides qui tendent à pousser le drapeau vers le haut.
Donc ça, c'est un scénario basé sur les forces fluides qui est complètement compatible avec les observations qu'on peut faire en soufflerie. Mais si on raisonne uniquement sur les forces fluides, c'est insuffisant pour comprendre vraiment ce phénomène d'aller-retour et de vibration auto-entretenue. Donc effectivement, si on raisonne comme ça, on aurait un scénario en chaîne avec une aspiration perpétuelle vers le haut. On aurait une instabilité qu'on appelle statique, de type flambage. Et puis le drapeau serait constamment déstabilisé, donc on n'aurait pas l'existence d'une vitesse critique de vent non nulle. Donc il manque un ingrédient au problème pour vraiment comprendre l'entretien de ces auto-oscillations. Et alors qu'est-ce qu'on observe en soufflerie ? On observe qu'au bout d'un certain moment, le drapeau est tendu à son maximum, voilà ce que vous avez à gauche ici, et qu'à ce moment-là, après, on a une inversion de courbure et les forces fluides qui viennent aspirer le drapeau vers le bas. Donc effectivement, après une demi-période de flottement, on a une limitation d'amplitude du mouvement, on a un phénomène d'aller-retour, et ça, c'est vraiment lié à l'inextensibilité du drapeau, à ses propriétés géométriques et à ses propriétés mécaniques aussi. Le fait qu'il ait un rappel élastique. Voilà, donc l'ingrédient supplémentaire stabilisant dans le problème, c'est l'élasticité du drapeau. Et donc le flottement peut se comprendre comme la compétition entre la déstabilisation des forces fluides et le rappel élastique du drapeau qui lui est stabilisant. Voilà. Et donc on a des forces fluides qui sont dans le sens de la vitesse de déplacement. Donc on a une alimentation du système de façon continue en énergie. Le fluide va toujours apporter des forces qui sont en phase avec la vitesse de déplacement. Ça permet l'entretien des auto-oscillations. Donc voilà, ça c'est en résumé, pour cette grosse introduction sur les interactions fluide-structure, qu'est-ce qu'on a derrière les auto-oscillations induites par un écoulement ? Donc on a une vibration de paroi qui est induite grâce à un apport d'énergie fourni par le fluide extérieur à partir d'une source constante. L'instabilité, c'est l'organisation de la structure dans un état instationnaire qui se substitue à l'équilibre. Voilà, on a une configuration stable initialement qui devient instable. Donc elle provient de la déstabilisation de forces fluides et la stabilisation par l'élasticité du matériau pour permettre des mouvements aller-retour. Une des conditions importantes pour l'entretien des auto-oscillations, c'est donc que la force extérieure soit fonction de la vitesse de déplacement du matériau. On a généralement un seuil d'instabilité, ce n'est pas instable à tout moment, donc on a une vitesse critique d'écoulement. Cette vitesse dépend des paramètres mécaniques et géométriques de la structure. Et également, la fréquence des vibrations à ce seuil critique est proportionnelle à la fréquence naturelle du drapeau dans le vide. Donc voilà pour le drapeau. Alors si on fait une analogie avec les plis vocaux maintenant, donc vous avez ici l'illustration d'un cycle vibratoire en mécanisme M1. Donc les plis vocaux avec une coupe frontale. Donc qu'est-ce qu'on a ? Donc on a l'apport d'énergie par une source constante, oui. On a une configuration stable initialement, c'est la position d'équilibre que j'ai notée numéro 1, c'est une position d'équilibre avec une glotte convergente, comme ça, qui va devenir instable. Et donc l'oscillation est déterminée par l'instabilité de cette position d'équilibre numéro 1. Donc on peut faire des calculs d'analyse de stabilité qui montrent qu'effectivement ce sont des positions d'équilibre du système. Alors on a justement la compétition entre les forces fluides qui vont écarter les tissus pour qu'ils puissent s'ouvrir, et puis ce rappel élastique, le fait qu'on ait un tissu mou flexible, c'est vraiment important, l'élasticité du tissu vocal est très important pour qu'on puisse avoir ces auto-oscillations. Et donc c'est cette compétition entre le fluide et l'élasticité du matériau qui vont permettre l'entretien de la vibration. Une autre condition importante pour l'entretien des auto-oscillations, c'est que la force extérieure soit fonction de la vitesse de déplacement du matériau. Et effectivement, le fait qu'on ait des asymétries des forces de pression en fonction des différentes géométries lors du cycle vibratoire, ça c'est quelque chose de crucial. Donc vous avez ici deux positions d'équilibre du système, en glotte convergente et en glotte divergente ici, et les forces de pression impliquées ne sont pas les mêmes. Les forces appliquées par le fluide ne sont pas les mêmes en fonction de cette géométrie. Donc vous avez la vitesse de déplacement, donc là le matériau qui tend sous l'effet des forces fluides à aller un petit peu vers la droite, et là à être rappelé un petit peu vers la gauche, et dans les deux configurations, les forces appliquées de pression sont différentes.
hein, elles dépendent de la pression. Et donc dans ce cas-là, effectivement, là la pression augmente et là la pression commence à diminuer. Hein, on a une courbure ici, vous voyez, et donc une aspiration du tissu avec une pression qui diminue et qui peut même devenir négative. Voilà. Donc le fait d'avoir effectivement cette géométrie glotte convergente, glotte divergente est très importante pour comprendre aussi la mise en oscillation des plis vocaux, hein, où vous avez généralement qu'on peut simplifier par la combinaison de deux modes de vibration principaux, où vous avez un déphasage entre la partie inférieure et la partie supérieure qui prend compte de ces deux géométries, donc c'est quelque chose d'essentiel. Alors on a aussi un seuil d'instabilité dans ce cas-là, qui est analogique à la vitesse critique d'écoulement. Donc ces auto-oscillations n'ont pas lieu à chaque fois pour toute pression sous-glottique. Hein, il y a un seuil minimum de mise en auto-oscillation des cordes vocales qui peut être reproduit en laboratoire sur des maquettes justement faites avec du latex, par exemple, comme ce qui est fait à Gypsalab. Donc vous avez les travaux par exemple de Nicolas Ruti qui montrent que les pressions minimales pour mettre en auto-oscillation les plis vocaux synthétiques sont de l'ordre de 300-400 pascal. Et également cette pression dépend des paramètres mécaniques et géométriques de la structure. Voilà, donc sur des maquettes, en fonction de l'élasticité du matériau, qui est mimé en laboratoire par une pression interne d'eau qui est mise dans des maquettes en latex, eh bien, on a une mise en auto-oscillation qui est différente et qui est obtenue pour des pressions sous-glottiques plus ou moins élevées. Voilà. Et enfin, la fréquence des vibrations au seuil critique est proportionnelle à la fréquence naturelle du tissu vocal. Ça peut être illustré par une étude qui a été faite par Jan Schweck dans les années 2000, donc où il a mesuré la réponse mécanique de plis vocaux humains, donc sur un sujet qui s'était mis en position de préphonation à 110 Hz, et donc il obtient effectivement cette réponse en fréquence des tissus vocaux. Donc ça, c'est après avoir traité des images par stroboscopie, laryngostroboscopie. Et donc on voit que les premières résonances des plis vocaux sont proches de la fréquence de vibration attendue. Voilà, donc ça c'était une première introduction sur la production vocale pour vous montrer l'importance de l'élasticité du matériau dans ce problème complexe. Alors je vais passer à une deuxième partie pour vous donner quelques bases en caractérisation mécanique des matériaux, mais de façon plus générale sur tout type de matériaux. Alors là, vous avez une illustration de plusieurs essais de caractérisation mécanique qui peuvent être classiquement menés en laboratoire. Donc généralement, quand on veut caractériser expérimentalement le comportement mécanique d'un matériau, on cherche à quantifier plusieurs mesurandes. Donc le déplacement de l'objet, sa forme, son orientation, sa déformation, donc un déplacement qui est normalisé par une longueur, une force, une vitesse, une accélération. Et alors vous avez différents moyens pour y arriver. Donc un des moyens les plus simples dans un premier temps, c'est de faire par exemple des essais de traction ou compression uniaxiale. Vous avez ici illustré sur un échantillon biologique. C'est un morceau d'aorte de cochon. Donc on tire sur l'objet jusqu'à rupture. Vous avez ici un essai de traction qui est fait sur du papier dont on a mis qu'on a troué au milieu pour essayer de comprendre les phénomènes de fissuration et de propagation de fissures dans les matériaux. Donc ça, c'est typiquement des études qui sont menées au laboratoire 3SR. Essayer de comprendre en fonction de la densité du matériau comment vont se propager la fissuration. Et donc, quand on fait ces essais, on trace la force mesurée en fonction du déplacement appliqué, puis on essaye de comprendre un petit peu l'allure de ces courbes macroscopiques. Vous avez d'autres types d'essais, ce qu'on appelle l'essai d'indentation. Donc on va prendre le matériau, on va placer un indenteur, puis on va appuyer sur le matériau à caractériser, et on va essayer de faire le lien entre la force appliquée et puis la profondeur, la déformation en fait, à la surface de l'objet. On a aussi par exemple des essais de flexion. Hop. Voilà, donc flexion 3 points, flexion 4 points, où on vient essayer de comprendre, pareil, le lien pour une certaine sollicitation donnée entre la force appliquée et la façon dont va se déformer le matériau.
Là, au milieu, vous avez un essai de traction non plus uniaxiale, mais biaxiale. Donc, on va tirer dans les différentes directions. Ça, c'est sur un textile. Donc, direction rouge, direction verte. En fonction de la direction de chargement, on ne va pas obtenir le même comportement mécanique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anisotropie du matériau. Je le tourne dans différents sens, j'ai pas le même comportement mécanique, et donc c'est généralement très lié à la microstructure, la façon dont est arrangé le tissu fibreux à la base. Voilà, donc ces essais, c'est déjà beaucoup de travail de faire ça, mais c'est généralement fait à vitesse de déformation constante. Une fois qu'on a fait ces essais, on transforme la force en contrainte, donc en une force par unité de surface. Vous avez ici l'illustration qui montre que je peux avoir une même force qui est appliquée sur un objet, mais la contrainte ne sera pas la même, et dans le cas à droite, peut mener justement à la rupture du matériau, parce que la contrainte au sein du matériau sera différente. Et le déplacement, on va le convertir, donc le déplacement en millimètres appliqué, on va le convertir en déformation, et donc c'est un allongement relatif sans dimension. Donc au final, de ces expériences, dans le cas le plus simple de la traction uniaxiale, par exemple, on va avoir ce type de courbe, une contrainte, sigma, égale F sur S, en fonction de la déformation, qu'on note Y généralement, en petite déformation. Et donc vous avez une première zone ici, où on a une relation linéaire entre la contrainte et la déformation. Linéaire est reliée par un module qu'on appelle le module Young, qui est noté E généralement. Donc ça, c'est une zone de déformation qu'on appelle élastique, c'est-à-dire que si je charge et que je décharge, j'enlève la force, et bien le matériau va revenir à sa position initiale, sans déformation et de façon instantanée. Si je tire un petit peu plus, en plus grande déformation, on peut avoir une zone de déformation plastique, avec des phénomènes un peu compliqués, de striction qui peuvent apparaître, jusqu'à la rupture du matériau. C'est vraiment la déformation là d'un caramba, par exemple. On a une déformation rémanente qui va rester, et donc le matériau ne va pas revenir à sa position initiale. Voilà, donc généralement, dans la plupart des études, on se restreint à cette zone rouge ici, qui est une zone d'élasticité idéale, linéaire, réversible, donc qui est limitée aux petites déformations et aux faibles vitesses. Alors, vous avez ici une illustration de différents modules Young, ce fameux module qui relie contrainte et déformation en petites déformations. Donc, ça, c'est la loi de Hooke. Et donc, en fonction de la rigidité du matériau, un matériau plus ou moins dur, eh bien, la valeur de E va être différente. Je vous ai mis ici des ordres de grandeur. Donc, pour un caoutchouc, on est de l'ordre du mégapascal, du silicone. Pour de la peau, des tissus biologiques, on reste de l'ordre du mégapascal, généralement. Pour de la gélatine, on descend encore vers le kilopascal. Et puis alors pour tout ce qui est plexiglas, acier, métaux, etc., on monte vers les gigapascales, etc. Encore une fois, donner une seule valeur de raideur, ça suppose qu'on ait vraiment une relation linéaire entre sigma et epsilon. Alors, de ces expériences, donc encore une fois, où la force là en vert est perpendiculaire au plan qui subit l'effort, donc une force par exemple de traction uniaxiale, on peut aussi essayer de rechercher les relations entre l'allongement dans la direction de traction et puis la contraction de l'échantillon. Je prends un matériau, je l'étire, il va s'allonger, mais il va aussi généralement avoir une contraction en sens transverse. Et donc de ces relations, on peut par exemple calculer un coefficient de Poisson, qui va nous informer justement sur la façon dont se déforme le matériau dans d'autres directions. Ça nous informe en fait sur la façon dont le volume global du matériau va changer. Et donc dans le cas des polymères, dans le cas des caoutchoucs, etc., on considère que la variation de volume est nulle. Donc les caoutchoucs se déforment de manière élastique sans augmentation de volume. Voilà. Ce n'est pas le cas de tous les matériaux, c'est pas le cas. On peut même avoir des matériaux qui vont avoir, une fois qu'on les tire, qui vont avoir un volume qui va vraiment augmenter, et puis une contraction qui va être en sens inverse de l'intuitif. C'est le matériau oxytique, par exemple. Voilà, donc module Young, coefficient de Poisson. Là, je vous donne un petit peu ce qu'on trouve dans la littérature sur le pli vocal. C'est vraiment ça qui est quantifié. Donc, module de cisaillement, on peut trouver ça aussi. Donc là, c'est généralement un module qui est quantifié non pas en réponse à un essai de traction uniaxiale, mais là, on n'est plus dans une force qui est appliquée perpendiculairement à
à la surface qui subit l'effort, mais qui est vraiment dans le plan de la surface qui subit l'effort. Donc vous avez par exemple ici à gauche, un petit peu comme si on n'avait pas de déformation du solide, si le solide n'était pas élastique déformable, qui était complètement rigide, une force appliquée envers comme ça générerait un glissement de l'objet. Et puis dans la configuration numéro 2, on aurait une rotation de l'objet. Dans le cas d'un solide déformable, on va avoir des déformations et des efforts de cisaillement. Et encore une fois, de façon très simplifiée, on peut relier la force de cisaillement, la contrainte de cisaillement, tau, donc la force par unité de surface, à l'angle de cisaillement ici θ. Voilà, et donc ça c'est le module de cisaillement. Pour faire un essai de cisaillement en laboratoire, on utilise différents rhéomètres, soit rotatifs, soit plans, soit cône-plan. Donc on met le matériau ici en bleu qu'on cherche à cisailler, par exemple au milieu de deux solides coaxiaux qui tournent l'un par rapport à l'autre, ou alors dans l'entrefer de différents plans. Et on applique donc un effort de cisaillement. Et voilà, et on mesure G. Donc ça c'est vraiment généralement fait à une vitesse de déformation constante. Il est clair que quand on s'intéresse à des matériaux qui sont sollicités de façon dynamique, il faut étendre un peu le panel de caractérisation et chercher à mettre en évidence l'effet du temps sur les lois de comportement, l'effet de la vitesse également de déformation sur les lois de comportement. Je ne sais pas, vous avez peut-être tous fait l'expérience de la maïzena, où vous tournez lentement, où vous tournez rapidement un pot de maïzena, vous n'avez pas la même résistance, vous n'avez pas le même effort. Donc c'est vraiment, on a quelque chose de très visqueux et qui va dépendre de la façon dont on va le déformer. La résistance affichée par le matériau ne sera pas la même. Bon, c'est pareil pour les matériaux qu'on va dire viscoélastiques. Alors, là, vous donne quelques essais qu'on utilise dans la littérature, qu'on utilise classiquement en mécanique des matériaux pour mettre en évidence ces différentes tendances. Un premier essai, qu'on va appeler l'essai de fluage, c'est donc imposer une contrainte sigma 0, non nulle, constante dans le temps, puis après la relâcher. Alors, en bleu, vous avez la réponse d'un matériau élastique complètement idéal. On a un diagramme de déformation et un diagramme de contrainte qui sont identiques à l'unité physique près. C'est-à-dire que quand j'applique la contrainte, le matériau va se déformer. Si la contrainte est constante, la déformation reste constante. Puis quand je relâche, instantanément, le matériau retrouve sa position non déformée, comme s'il avait une mémoire indélébile de l'état initial sans contrainte. Alors, dans la réalité, les matériaux sont généralement viscoélastiques et ça ne se passe pas comme ça de façon instantanée. Donc, quand j'applique la contrainte, je vais avoir une élasticité instantanée. Donc, le matériau va se déformer d'epsilon 1. Et puis, pendant que la contrainte est dans son palier à sigma 0, la déformation va continuer à évoluer de façon non nulle. C'est ce qu'on appelle le fluage. Et quand sigma 0 va être relâché, on va encore avoir une élasticité instantanée qui va être diminuée de epsilon 1. Et quand sigma 0 est à 0, la déformation va progressivement tendre vers 0, théoriquement vers un temps infini, mais ce n'est pas instantané. Voilà. Donc c'est un petit peu comme si vous posiez par exemple des livres sur une étagère. Au bout d'un moment, l'étagère va commencer à se déformer alors que le poids des livres, la masse n'a pas changé. On a graduellement un flambage des étagères. Voilà, donc ça c'est l'essai de fluage. On peut faire aussi l'essai de relaxation où on impose non pas une contrainte mais un palier de déformation. Donc encore une fois, vous avez le cas idéal élastique où tout est instantané en phase entre contrainte et déformation. Et vous avez en vert la réponse d'un matériau réel, viscoélastique, où cette élasticité, on a vraiment une notion du temps, et la réponse du matériau va dépendre du temps auquel on regarde la déformation. Voilà. Et enfin, un dernier type d'essai, c'est l'application d'essais oscillatoires, généralement sinusoïdaux. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse mécanique dynamique. Alors, on applique aux matériaux qu'on cherche à caractériser une déformation sinusoïdale et on regarde sa réponse en contrainte. On regarde si ça a la même forme, si c'est en phase, etc.
Donc dans le cas d'un matériau élastique idéal, on a effectivement deux réponses, rouge et bleu, qui sont complètement en phase dans le temps. Et dans le cas d'un matériau réel, on a un déphasage, un délai entre l'excitation, qui est ici une déformation, et puis la réponse en contrainte. Un délai qui peut varier entre 0 et 90 degrés. Donc, en résumé, si on regarde un matériau complètement idéal, en fonction du chargement qu'on lui applique, traction, cisaillement, etc., on peut déduire, on peut quantifier deux modules, le module E, Young, et le module de cisaillement, G. Dans le cas d'un matériau réel, on a un formalisme qui a été un peu calqué dessus, donc on utilise des modules complexes, où on peut par exemple, au lieu d'avoir E, on a ce qu'on appelle E étoile, mais en fait c'est comme si on définissait deux modules, un module qui est complètement en phase avec la déformation, un module qu'on appelle élastique, qui représente l'énergie emmagasinée sous forme élastique, donc c'est un module conservatif, et un module de perte qui justement quantifie ce déphasage lié à la viscoélasticité. Donc c'est un module qui quantifie les effets visqueux. Parce qu'on n'a généralement pas un matériau qui est purement élastique ou purement visqueux, on a quelque chose qui est un peu entre les deux, et donc c'est pondéré par le poids de E' ou E seconde. Et donc on définit des coefficients d'amortissement, des angles de perte, delta, qui quantifient justement le ratio entre les effets visqueux et les effets élastiques. Voilà, donc ça c'était quelques bases pour vous familiariser avec la caractérisation mécanique des matériaux. Et donc on en arrive à la caractérisation biomécanique du pli vocal. Et là je vous propose en fait un état de l'art des connaissances qui ont été acquises expérimentalement essentiellement sur le pli vocal à différentes échelles spatiales. Donc, j'ai défini ces trois échelles-là. C'est quelque chose qui peut être classiquement fait. La délimitation des différentes échelles peut fluctuer, mais en gros, il faut quand même comprendre qu'en fonction de l'échelle spatiale qu'on va regarder, si on regarde plus ou moins près dans le tissu, on ne va pas avoir les mêmes propriétés, on ne va pas mettre en évidence les mêmes propriétés mécaniques du pli vocal. Donc, j'ai considéré l'échelle qu'on appelle macroscopique, que je vais appeler macroscopique. Donc, c'est l'échelle du pli vocal quand il est préservé dans sa structure laryngée, ou même lorsqu'il est excisé. On voit qu'on a un pli qui est de l'ordre de 2 cm, une fois qu'il est complètement excisé. Donc, c'est une échelle millimétrique, entre 5 et 15 mm. L'échelle mésoscopique, c'est une échelle plus basse, ça va se situer plutôt au niveau d'une couche, par exemple une couche de la lamina propria, qui est ce tissu conjonctif en bleu qui est en dessous de l'épithélium, et donc qui est plutôt de l'ordre du millimètre, voire en deçà. Et après, donc on ira vraiment sur une échelle bien plus basse, l'échelle microscopique, qui va descendre à l'échelle des fibres constitutives du pli vocal, que ce soit les fibres de collagène, d'élastine ou musculaires. Et là, on est plus de l'ordre du micron. Donc ça, ce sont les échelles spatiales, mais on a aussi différentes échelles temporelles, puisqu'on peut caractériser, comme je vous ai dit, le matériau à basse fréquence, de façon quasi statique. Bon, là aussi, basse fréquence, j'ai considéré que c'était entre 0 et 100 Hz, ça peut être vraiment bien plus bas, et les hautes fréquences, au-delà de 100 Hz. Alors, pour ces deux premières échelles, macroscopiques et mésoscopiques, on a un certain nombre d'études qui ont été faites depuis ces 30 dernières années, je dirais, et qui sont répertoriées dans ces différentes revues assez récentes. Donc là, je vous invite à lire ces différents papiers. Voilà, donc je vais essayer de vous retranscrire une synthèse. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter ce qui a pu être fait in vivo, voilà, sur des sujets. Comment est-ce qu'on a pu caractériser le comportement mécanique du pli vocal sur des sujets humains ? Bon, on a dans les années 90 une étude très originale, mais très très lourde à mettre en place, qui a été faite sur un patient, donc anesthésié, en utilisant un laryngoscope direct. Et vous voyez que les opérateurs donc, ont cherché à déformer le pli vocal par un mouvement de compression imposé par un plateau. Donc un petit plateau qui était placé au bout du laryngoscope.
ce qu'ils ont appelé écarteurs rigides. Donc ils imposent un déplacement. Ils ont également stimulé électriquement le muscle vocal, par différents courants, donc en excitant le nerf laryngé récurrent, donc entre 0, 3,2, 3,3 mA. Et donc, ils ont imposé cette sollicitation et ils ont développé tout un système pour essayer de mesurer l'effort, la résistance appliquée lors de cette déformation. Donc on a un capteur de force avec une précision quand même à 10-3 newtons. Donc voilà, ça c'est une étude assez rare qui a été faite sur un patient humain. Ça a été répété en fait sur 5 sujets, des hommes entre 40 et 50 ans. Et vous avez ici les résultats qu'ils ont trouvés. Donc le module Young en fonction du déplacement appliqué. Donc je vous ai remis ici les valeurs de ce module en kilopascal. Alors qu'est-ce qu'on peut observer ? On observe qu'on a une augmentation du module d'élasticité, donc E, avec la contraction du vocalis. Vous avez ici par exemple le E moyen qui est de l'ordre de 21 kPa, 19 kPa en fonction de la contraction. Donc on a quelque chose qui est assez proche, quels que soient les niveaux de contraction, mais qui sont plus élevés qu'au repos, où on était à 13 kPa. Donc quelque chose de plus raide, une fois que le muscle est activé. On a aussi une augmentation du module d'élasticité avec le niveau de déformation appliqué. Plus on va appliquer une déformation importante, un déplacement important, vers 3 mm, plus le module E va augmenter. Mais quand même, comparativement aux ordres de grandeur usuels pour les tissus biologiques, je vous avais dit de l'ordre du mégapascal, on reste avec des valeurs qui sont relativement faibles. Ça, c'est aussi parce qu'on est sur un essai de compression qui n'est pas fait dans la direction des fibres du tissu vocal. C'est un module de E transverse, et donc là, ça met en relief le fait que le matériau est anisotrope. Si je le tire dans une certaine direction ou dans une autre, je ne vais pas avoir la même rigidité. J'anticipe un peu les résultats qui sont faits dans l'autre direction, mais c'est pour vous expliquer les valeurs assez faibles qu'on a ici. Alors l'étude, elle est aussi riche parce qu'elle a été faite sur un patient qui avait une paralysie du pli vocal et pour qui on a injecté du téflon pour corriger les problèmes de médialisation. Et vous avez donc la mesure de caractérisation mécanique qui a été faite donc sur le pli normal, non pathologique, sur le pli paralysé et puis sur le téflon. Donc on voit plusieurs choses. On voit que sur le pli paralysé, on a une augmentation de la raideur du pli avec la paralysie, quel que soit le niveau de déformation appliqué. Donc ça, c'est lié vraiment à l'atrophie progressive du vocalis, qui est remplacée par du tissu fibreux plus raide. Et si on regarde aussi la courbe de téflon, donc déjà on a un comportement qui est quasiment linéaire. Bon, là il y a 3 points, donc c'est pas forcément très concluant, mais on a quand même clairement quelque chose qui a l'air assez droit. Et on a un matériau de remplacement qui est plus raide aussi que le tissu natif, le tissu dit normal. Voilà. Donc ça c'est une très belle étude, mais alors c'est une mesure qui est très invasive, qui doit être faite sous anesthésie générale, donc est très, très compliquée à mettre en œuvre. Une autre type d'étude, donc basée plutôt sur la vidéollaryngostroboscopie, donc la stroboscopie ou la caméra ultra rapide, qui sont vraiment des choses qui sont plus utilisées en routine clinique. Donc là, l'idée, c'est à partir des images, de déduire le déplacement médiolatéral des plis au cours de la phonation, donc au cours d'un cycle, et essayer de voir comment les bords et comment le pli va se déformer. Donc ça donne des informations intéressantes sur le déplacement des bords libres. La difficulté, c'est que c'est une mesure qui reste invasive, c'est qu'on a une projection 2D du mouvement uniquement, et surtout qu'on n'a pas de mesure du chargement mécanique appliqué. Voilà. Donc effectivement, c'est juste les déformations dans ce plan-là, pas dans le plan frontal. Ouais. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de relier la déformation avec la charge, avec la force qui est appliquée. Si on n'a pas cette information-là, on ne peut pas déduire quoi que ce soit. Ou difficilement. Il faut utiliser des modèles. Mais il faut vraiment avoir les deux entités pour bien caractériser le lien entre force et déformation. Alors là, je vous montre une autre étude basée sur l'échographie Doppler.
donc on sait que les ultrasons ne sont pas forcément, a priori, l'outil de diagnostic principal pour les plis vocaux, parce qu'on a ces cartilages du larynx, la thyroïde, qui gênent l'observation et la compréhension de ce qu'on observe sous ultrasons. Mais malgré tout, cette étude est intéressante, je vous invite vraiment à la regarder. Parce qu'elle est assez originale et puis elle essaye justement malgré tout de faire le lien entre les clichés ultrasonores et puis une interprétation en termes de caractérisation mécanique, ce qui est assez rare. Donc c'est l'utilisation des ultrasons, donc on est au-delà de 20 kHz. Et donc là, les auteurs se sont proposés de faire une mesure non invasive de l'élongation des plis vocaux en phonation. Voilà, donc en utilisant les propriétés de réflexion d'un faisceau ultrasonore à la jonction entre deux milieux. Donc les ultrasons, c'est pareil, vous avez un faisceau incident qui va générer une onde entre 1 et 15 MHz. Donc vous avez ce qu'on peut appeler une écostructure, et donc l'onde va se propager jusqu'à rencontrer l'écostructure. Et en fonction de la structure qu'elle va rencontrer, un muscle, un os, de l'air, eh bien la vitesse de propagation va être différente. Donc la structure rencontrée va faire réfléchir le faisceau ultrasonore, et de cet écho, on va pouvoir avoir une signature des obstacles rencontrés, et on va pouvoir avoir différentes informations. Donc généralement, de l'amplitude de l'écho, on localise la structure. On se dit, tiens, elle est plutôt ici. Et de la fréquence de l'écho, c'est-à-dire de la différence entre le faisceau incident et le faisceau qui est réfléchi, donc par effet Doppler, on peut avoir des informations sur la vitesse de l'objet. Si l'objet est en mouvement, on peut avoir des informations à partir de la fréquence de l'écho sur la vitesse de déplacement de la cible mouvante. Alors voilà les résultats issus de cette étude. Donc vous avez en haut, là, à droite, typiquement ce qui est obtenu en mode de respiration. Donc vous avez la sonde qui envoie le faisceau incident ultrasonore, comme représenté sur le schéma ici à gauche. Et vous avez ce type de cliché où on voit en blanc une interface entre l'air et la muqueuse en respiration. En bas, à gauche, vous avez ce qu'on obtient en phonation, en mode usuel. Moi, je ne suis pas experte de l'échographie Doppler, mais bon, voilà ce qu'on obtient. Donc, des choses, on ne voit quasiment rien. Voilà, on est d'accord. Et donc, voilà, ça confirme, moi, ça m'a confirmé le fait qu'effectivement, c'est peut-être pas la technologie la plus adaptée, a priori, pour l'étude des plis vocaux. Maintenant, donc, ils ont un mode Doppler couleur. Qui a mis, je pense, c'est des artefacts en fait d'imagerie, mais qui ont fait apparaître des stries sur leur image. Et donc voilà, là, les auteurs disent, on a l'apparition d'un pattern régulier et variable dans le temps, qui est généré par la vibration de l'interface air-muqueuse. Donc ils observent des stries périodiques de la mesure ultrasonore en Doppler couleur, qui ne savent pas forcément expliquer a priori, en tout cas je ne l'ai pas bien compris de ce point de vue-là, mais qui sont peut-être liés à des artefacts d'imagerie. Ils ont cherché à quantifier ces effets, essayer de voir s'ils pouvaient les retrouver avec un objet synthétique, par exemple une corde vibrante. Donc ils ont fait une corde vibrante en silicone, qu'ils ont étirée plus ou moins, qu'ils ont fait vibrer à des fréquences variables, pour essayer de calibrer leur outil de mesure. Et donc, ils ont corrélé la longueur des stries, l'amplitude de vibration avec la longueur de la corde vibrante. Donc, ça leur a permis de détecter les bords de la corde. Ils ont répété, du coup, ces expériences sur différents sujets sains, en leur demandant de faire des voyelles tenues à différentes hauteurs. Et donc, avec les différents patterns qu'ils ont pu enregistrer, ils ont estimé, ils ont mesuré, de par leur cliché, la longueur vibrante des plis vocaux, 14 mm, 17 mm ici, pour des fréquences qui sont plus élevées. Alors, du coup, ils ont réussi à quantifier cette longueur vibrante à basse fréquence, à haute fréquence, donc avec des longueurs plus élevées pour les hautes fréquences. Bon, ça rejoint un petit peu l'intuition qu'on en a, la connaissance qu'on a du pli vocal. Alors, ils ont toujours la difficulté d'estimer le chargement mécanique appliqué. C'est toujours un des gros problèmes. Donc, ils sont passés par un modèle en assimilant le pli vocal à une corde homogène tendue,
très caricatural, bien sûr, mais ça leur a permis d'estimer, à partir de la fréquence F0 de vibration et la longueur de la corde qu'ils ont mesurée, d'estimer la tension qui peut être appliquée au niveau de la corde. Voilà. Et donc la contrainte. Du coup, de ces mesures, ils ont fait un lien entre stress, la contrainte, strain, la déformation, pour différents sujets. Et ils en ont dérivé, ils en ont calculé, par dérivation donc de la contrainte par rapport à la déformation, et bien, le module Young évoluant pour différents niveaux de déformation. Alors, ce qu'ils ont quand même mis du coup en relief, c'est le comportement mécanique non linéaire du tissu vocal. Donc du coup, on n'a pas une seule valeur de E, mais on a une valeur de E qui dépend du niveau de déformation appliqué. Donc c'est ce qu'on peut appeler plutôt un module tangent. Ils ont mis en relief aussi qu'on pouvait avoir une élongation du pli vocal entre 10% et 30% de déformation, voire même 50% ici. Ça sont des valeurs qu'on trouve aussi dans la littérature, qui sont pas toujours faciles à expliquer, mais bon, l'ensemble des choses que j'ai pu lire, c'est vraiment un niveau maximum de déformation qu'on peut trouver. Et donc, ils ont donné des ordres de grandeur de ce fameux module Young, module tangent, à petite déformation, donc pour les hommes entre 30 et 120 kPa et pour les femmes entre 120 et 300 kPa. Bon, là, encore une fois, le chargement a été idéalisé par un modèle et non pas mesuré. Alors c'est pour ça que in vivo c'est compliqué, qu'on passe souvent par des expériences ex vivo. Donc on travaille sur des tissus animaux ou des tissus humains issus du don du corps. Donc vous avez ici par exemple des essais structure sur des hémilarynx où vous avez la réponse du tissu à une sollicitation mécanique qui est contrôlée. Voilà, donc dans ce cas-là qui est statique, donc en basse fréquence. L'avantage de ce type d'expérience, c'est qu'on a un tissu vocal qui est encore attaché au tissu environnant, donc des conditions limites qui sont contrôlées. Et donc les auteurs ont attaché un certain nombre de marqueurs sur le pli vocal et ils ont appliqué une force sur un de ces marqueurs. Ils ont mesuré la déformation en suivant les cibles sur le tissu à différents endroits du tissu. Donc là encore, ils ont mis en relief un comportement mécanique non linéaire du tissu vocal, voilà, avec un changement de pente vers 25% de déformation. On a sur les 25 premiers pourcents quasiment une force quasi nulle. C'est-à-dire que le matériau se déforme à force quasi nulle. Pas besoin de force pour le déformer, pas de résistance. Et au bout d'un moment, on a une résistance qui augmente. Ils ont mis aussi en évidence les propriétés mécaniques fortement hétérogènes du tissu, c'est-à-dire que, en répétant l'expérience à différents endroits du tissu, par exemple, voilà, la position du marqueur, en position postérieure, en position antérieure, vous n'avez pas les mêmes niveaux de déformation. Voilà, donc ça c'est une technique qui reste malgré tout très locale, c'est-à-dire qu'on a des caractéristiques de déformation vraiment à un endroit très très précis du tissu. On n'a pas une réponse globale du tissu vocal. Un petit peu dans le même esprit, mais avec une autre instrumentation, donc des expériences sur hémilarynx, qui mettent en évidence les propriétés anisotropes du tissu vocal. Vous avez ces expériences qui ont été faites en Allemagne, à Hambourg, donc là où ils utilisent en fait une sonde qui vient cisailler localement le tissu vocal. Donc c'est soit cisailler, soit aspirer également le tissu vocal. Et la sonde est placée à différentes orientations par rapport au plan anatomique. Donc là encore, en fonction de la position entre l'excitateur et la position du tissu, ils n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques. Donc ça, c'est encore une fois, ça pointe du doigt l'anisotropie du tissu vocal. Et donc, ils ont obtenu un certain nombre de modules de cisaillement, plutôt de l'ordre du kilopascal. Là, je vous ai mis les expériences d'indentation qu'on peut avoir, qui ont été faites essentiellement sur de l'animal. Donc voilà, on vient appuyer à la surface du tissu. Donc on n'est pas en profondeur, on est vraiment sur des mesures de surface. Et on regarde le lien entre la force appliquée et puis la profondeur de pénétration de l'indenteur.
Et donc, ils mettent en évidence des propriétés hétérogènes, viscoélastiques également. On voit par exemple un hystérésis entre la force qui est appliquée et la décharge. On n'a pas le même chemin de chargement. Ça, c'est aussi lié aux effets visqueux du tissu. Et donc, on a encore des modules d'élasticité qui sont de l'ordre du kilopascal, donc relativement faibles. Encore une fois, c'est vraiment très local et uniquement en surface. Donc, on ne vient pas déformer le tissu sur toute sa section. Donc voilà en gros les expériences qui ont pu être menées vraiment à l'échelle du pli vocal ou à l'échelle des larynx, enfin des démilarynx. On va descendre d'une échelle pour s'intéresser vraiment à ce qui a été fait en décorrélant les couches les unes par rapport aux autres. En particulier en enlevant la partie musculaire, et puis même pas mal d'auteurs se sont attachés à la séparation des différentes couches profondes, intermédiaires ou superficielles de la lamina propria. Alors, donc tout ça c'est tiré de l'article de Miri en 2014, vous avez les références que je vous ai données tout à l'heure. Donc vous avez voilà, un certain nombre d'essais qui ont été menés sur le pli vocal disséqué. Donc par exemple là c'est des mesures faites sur le ligament vocal avec la partie intermédiaire et profonde uniquement. Donc c'est un essai de traction uniaxiale. Et alors j'ai choisi ce papier-là en particulier parce qu'il a été fait avec un suivi optique de la déformation, ce qui est très important. C'est-à-dire que les auteurs ont mis des marqueurs sur le tissu, ont filmé l'essai, et ça c'est très important pour être sûr de la déformation, que la déformation mesurée est vraiment celle qui est subie par le tissu. Si vous prenez par exemple un matériau, un silicone, vous le tirez parce que vous le déplacez par des morts de traction, mais s'il est mal fixé, s'il glisse entre les morts, vous pouvez avoir l'impression que vous le déformez énormément alors qu'en fait il n'est pas étiré, parce qu'il a glissé, parce qu'il est mal fixé. Et donc on peut surestimer les déformations impliquées. Donc c'est vraiment crucial en caractérisation mécanique des matériaux en général d'avoir un suivi optique de la déformation et à partir des images de remonter à la déformation vraiment impliquée. Voilà, donc ça a été fait du coup assez récemment, dans les années 2010, et vous avez la contrainte nominale, une contrainte, force en fonction de la section initiale, en fonction de l'allongement relatif, longitudinal, pendant la charge et pendant la décharge. Donc on voit qu'à 20% de déformation, on a à peu près 25 kPa. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire par post-traitement des images. Au milieu c'est un silicone pur, justement, je tire dessus et en suivant le déplacement relatif des différents points, eh bien, j'ai une cartographie des déplacements, des déformations imposées pour chaque étape de l'essai de traction. Et donc à droite, vous avez le cas d'un pli vocal. C'est aussi intéressant pour voir si on a un état de déformation qui est complètement homogène sur le matériau. Donc dans le cas d'un silicone complètement homogène, on a une couleur par état de traction, par état d'allongement. Pour le pli vocal, qui n'est pas complètement homogène, c'est un peu plus complexe. Alors voilà, donc ça c'est des expériences avec le suivi optique, des expériences aussi qui sont faites dans un bain thermostaté à 37 degrés avec un pH contrôlé. Donc là ce sont plutôt les expériences faites par Chan dans les années 2007, où vous avez une sollicitation cyclique qui est appliquée au tissu, donc là sur une couverture, où on retrouve à 20% de déformation environ 15 kPa en contrainte. Et donc en fonction des cycles imposés, on a une stabilisation à un moment donné vers un comportement limite du tissu vocal. Bon, encore une autre type de courbe. Voilà, dans les années 2010, vous avez ce type de courbe qui se corrobore un petit peu tout au niveau des ordres de grandeur. Chan a mené également des études en essayant de comprendre ces courbes-là, en ayant une réflexion sur la constitution du tissu vocal lui-même aussi. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont fait des essais sur le ligament ou la couverture issus de corps masculins ou féminins. Et ils ont vu, par exemple, que le tissu vocal pour le ligament et la couverture chez les hommes était plus raide pour un niveau de déformation donné que chez la femme. Ils ont essayé de relier ça avec le ratio de collagène et d'élastine à l'intérieur du tissu, qui est plus élevé chez les hommes, à la fois dans la couverture et dans le ligament.
le collagène étant plus raide que l'élastine, ayant un module d'élasticité bien plus élevé que l'élastine. Donc vous avez effectivement généralement l'interprétation, mais pour tous les tissus biologiques, qui est donnée ici pour expliquer cette courbe en J, contrainte déformation, hein, où on a à l'état initial au repos, on a un tissu mou qui est généralement fait de fibres de collagène ou d'élastine qui sont très ondulées. Et donc dans les premiers niveaux de déformation, les fibres vont se désonduler. Mais à une force qui est quasiment nulle. Et puis au bout d'un certain temps, les fibres vont être tendues et puis vont vraiment résister à l'attraction et donc vont faire grimper les contraintes appliquées. C'est généralement l'explication qu'on donne pour la compréhension de cette évolution non linéaire des tissus biologiques. Voilà. Je vous ai mis ici aussi le rappel des mesures de raideur qui ont été faites par échographie Doppler in vivo, hein, pour avoir un peu une comparaison. Donc vous avez ici ces valeurs faites par les mesures in vivo, et vous avez ici les valeurs qui sont dérivées de ces mesures ex vivo entre les hommes et les femmes pour un même groupe d'âge. Donc on voit qu'on a des valeurs qui peuvent être bien plus hautes, parce que les niveaux de déformation impliqués sont aussi plus élevés. Et donc la zone, on va dire, physiologique, si on restait à 50% de déformation maximum, la zone physiologique qui a été mesurée par ces auteurs, c'est des modules entre 30 et 300 kPa. Bon, encore une fois, une difficulté majeure pour calculer, pour évaluer, pour quantifier le chargement mécanique appliqué in vivo. Donc on voit qu'en fonction du chargement mécanique et du niveau de déformation appliqué, on peut avoir un tissu qui résiste vraiment à l'attraction. Voilà, donc ça, ce sont d'autres types de mesures, des mesures d'indentation, qui sont faites, encore une fois, à basse fréquence. Celles-ci sont assez intéressantes, donc elles ont été faites dans les couches musculaires aussi. Il y a peu de mesures qui sont faites sur le muscle vocal, donc celle-ci en fait partie. Et donc, ils ont calculé, en fait, des modules par indentation à différents endroits du pli vocal, et donc ils ont trouvé que, effectivement, c'était assez hétérogène, c'était anisotrope, et que le module dans le muscle était inférieur au module dans les couches supérieures, ce qui peut se comprendre dans le cadre effectivement d'un larynx qui est paralysé ou le muscle est en défaut. Et bien la couverture contribue vraiment à la raideur principale du pli vocal. On peut s'attendre à ce que si le muscle était vraiment actif, on n'aurait pas du tout ces résultats. Voilà, et je vais terminer cet état de l'art plutôt sur les essais de cisaillement qui ont été faits également sur le tissu vocal, hein, pour essayer de quantifier ces modules complexes, modules de cisaillement élastique ou visqueux, qu'ils ont appelés MU ici dans cette étude. Donc c'est les études de Chan, Titze, Chan et Rodriguez, où ils mettent effectivement en relief l'influence de la fréquence de la sollicitation, la fréquence du chargement, l'influence du genre et de l'âge sur la détermination de ces modules de cisaillement. Donc pendant un certain nombre d'années, les fréquences appliquées dans les dispositifs étaient très très basses, de l'ordre de 1 Hz. Et puis plus récemment, ils ont augmenté la fréquence pour atteindre des fréquences jusqu'à 100 Hz. Voilà. Et donc ils obtiennent différents modules élastiques ou modules visqueux à des fréquences qui sont plus élevées. En fait, je passe un peu vite, je suis désolée. Voilà, c'était plutôt là où je voulais vous emmener. Donc ils sont montés jusqu'à 250 Hz en fait. Voilà, donc un balayage en fréquence jusqu'à 250 Hz, à un niveau de déformation assez faible, mais ils ont déterminé G', G seconde, et puis ce coefficient d'amortissement qui est important, qui quantifie le ratio entre ces deux modules. Ce qui est important de voir, c'est que dans toutes les études précédentes, G', donc le module élastique, était supérieur aux effets visqueux pour toutes les fréquences d'oscillation. Et pour la première fois, ici, donc en 2008, ils ont montré que les effets élastiques étaient plus petits, enfin les effets visqueux étaient prédominants en deçà de 50 Hz, et au-delà de 50 Hz, on avait une inversion. Là, vous pouvez le voir par rapport au coefficient zeta qui quantifie le rapport entre ces effets élastiques et ces effets visqueux.
Et donc ça veut dire que si on a quelque chose de trop visqueux en deçà de 50 Hz, on a un matériau qui ne peut pas se mettre en auto-oscillation, qui est trop vite amorti, et au-delà de 50 Hz, qui peut avoir une élasticité suffisante pour entrer en auto-oscillation. Donc c'est des mesures récentes qui sont très intéressantes à étudier, donc, et qui mettent effectivement en relief ce suramortissement ou ce sous-amortissement du pli vocal, qui a priori est en accord avec les fréquences phonatoires humaines. Voilà, donc là c'était une première partie qui était vraiment focalisée sur les échelles macroscopiques et mésoscopiques du pli vocal. Ce sont des études qui ont été menées donc, depuis ces 30-50 dernières années. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a donc le développement de setup de dispositifs qui sont adaptés aux spécificités des plis vocaux. Donc grande déformation, large plage de fréquences de sollicitation, sensibilité aux conditions extérieures, bain thermostaté, hygrométrie contrôlée, etc. Donc beaucoup d'auteurs ont passé du temps à mettre au point des essais in vivo, des essais ex vivo, et on fournit aux chercheurs, aux cliniciens, une base de données expérimentale importante pour alimenter les simulations numériques des vibrations glottiques et mieux comprendre les phénomènes physiques mis en jeu. Parce qu'effectivement, de toutes ces informations-là, on peut alimenter des modèles de vibration de plis vocaux. Vous avez ici une illustration de certains d'entre eux. J'ai mis le gold standard qui est utilisé depuis les années 70, donc le fameux modèle à deux masses, où donc on assimile le pli vocal à un oscillateur avec des masses, des ressorts et des amortissements. Il faut bien être capable de paramétrer ces modèles et de choisir des paramètres mécaniques qui ne sont pas choisis au hasard. Donc toutes ces informations expérimentales sont cruciales pour ne pas choisir de façon arbitraire les paramètres des modèles numériques théoriques. Donc je vous ai mis également l'exemple d'un modèle plus récent, en élément fini, 3D du pli vocal, qui reprend les différentes couches du pli vocal, mais qui sont homogènes. Donc c'est un modèle proposé par Vampola et al. Récemment en 2016, mais il y a vraiment beaucoup de modèles, c'est pas du tout exhaustif, ce que je vous montre ici. Mais à chaque fois se pose la question de qu'est-ce que je prends comme module Young, est-ce que je fais une simulation avec des paramètres qui sont complètement homogènes, etc. Donc c'est ce à quoi servent l'ensemble de ces études. Je vais continuer justement à descendre un petit peu d'échelle, donc descendre à l'échelle des fibres du tissu natif. Donc là, encore une fois, je vous remets ce schéma-là, qui est extrait des travaux d'Irano des années 70, qu'on retrouve aussi dans les travaux de Camille Fink, également qui s'est intéressé à l'arrangement fibreux dans le tissu vocal. Donc, qu'est-ce qu'on connaît des spécificités histologiques à l'échelle microscopique du tissu? Donc, on a un épithélium pavimenteux stratifié d'une épaisseur qui peut varier entre 50 et 100 microns, qui est fait de plusieurs couches de cellules jointives et dont on sait qu'il est impliqué dans la protection et le renouvellement du tissu sous-jacent. Pour la lamina propria, donc c'est ce tissu bleu conjonctif de l'ordre de 1 à 3 mm. Donc, il est fait de différentes cellules, des fibroblastes, des macrophages par exemple, d'une substance fondamentale, donc qui contient de l'eau, de l'acide hyaluronique, et un certain nombre de fibres, donc arrangées en réseau, des fibres élastiques, des fibres de collagène, donc qui sont de type 1 et 3, ce qu'on appelle la réticuline. Et donc ces renforts fibreux sont disposés en 3 couches de microstructures différentes, avec des natures et des densités de fibres qui sont différentes. Voilà, donc ce qu'on sait, ce qui est souvent dit dans la littérature, c'est que ces 3 couches sont impliquées dans les propriétés biomécaniques passives du pli vocal et également ont un rôle dans le contrôle de l'humidité. Et donc, effectivement, en rose, on a ce muscle volontaire stratifié, le muscle vocal, le vocalis, qui est fait de différentes cellules striées, donc des cellules type 1 ou 2, lentes ou rapides, et qui intervient dans la régulation de la tension et le volume du pli. Voilà, donc ça, ce sont des schémas qu'on retrouve vraiment dans la littérature en biomécanique phonatoire, mais la caractérisation expérimentale de ces différents réseaux de fibres, quelle que soit la couche, c'est vraiment un domaine d'investigation assez récent.
avec des techniques d'imagerie qui sont aussi assez récentes. Ça explique un petit peu aussi ce délai. Donc, actuellement, ce sont des études qui sont menées vraiment de façon active donc aux USA et au Canada, à l'université de McGill, avec l'équipe de Miri et de Luc Mongeau. Généralement, on simplifie vraiment cette structure multicouche, en sandwich, en un système en 2 couches avec une couverture muqueuse et puis voilà, un corps musculaire. Et on n'est pas toujours encore capable de faire un lien très clair entre les spécificités histologiques du tissu, donc voilà, pourquoi c'est architecturé de telle manière, de façon organisée comme ça, et les performances vibratoires remarquables du tissu vocal. Pourquoi on a des fibres dans les cordes vocales. Voilà. Effectivement, généralement, il n'y a pas de hasard, mais on n'est pas encore en mesure de répondre à toutes ces questions. Là, j'ai fait un slide sur la situation clinique, parce que tout ça, pourquoi s'intéresser à la microstructure fibreuse du pli vocal, c'est aussi, et donc c'est pour la recherche fondamentale, mais c'est aussi effectivement pour mieux comprendre la clinique et essayer de contribuer justement à une avancée pour ces applications médicales. Donc, vous avez ici un ensemble de pathologies vocales assez courantes. Donc, faut avoir conscience déjà que le tissu vocal, c'est effectivement un tissu qui est en réparation permanente de microlésions à cause des collisions périodiques, des chocs, des débris, de la pollution, des reflux, du tabac, du forçage vocal, d'une mauvaise utilisation de sa voix. Et donc, en cas de phonotraumatisme, justement, on peut développer, par exemple, des laryngopathies dysfonctionnelles, qui sont comme des tumeurs bénignes du pli vocal, donc des polypes, des nodules bilatéraux ou des œdèmes de Rhynck. À cause de la fumée, en particulier, de tabac, on peut aussi développer des laryngopathies cancéreuses, avec une altération de l'épithélium et des couches sous-jacentes, plus ou moins invasives. Et puis plus rarement, on a des laryngopathies congénitales avec par exemple des vergetures, des sulcus ou des palmures sur les plis vocaux. Mais ce qui est important de voir, c'est que quelle que soit la pathologie ici, la couverture muqueuse du pli, c'est vraiment une zone à risque et c'est une zone où se développe vraiment la quasi-majorité des pathologies du pli vocal. Et à chaque fois, ça s'accompagne d'un réarrangement de la microstructure interne du tissu et d'un défaut de vibration macroscopique. Donc ça peut aller de la dysphonie, l'aphonie, la perte de voix, jusqu'à des problèmes de dyspnée ou de dysphagie dans les cas les plus graves. Donc les prises en charge actuelles, donc on a d'un côté la rééducation orthophonique, qui est basée sur la correction du geste vocal inadapté. Donc c'est par exemple la thérapie manuelle laryngée, voilà, la rééducation comportementale, la rééducation glottique, avec des exercices de synchronisation entre le souffle, la source et le résonateur. Quand la rééducation orthophonique ne suffit plus, on peut avoir la phonochirurgie, donc, qui consiste en l'exérèse de la lésion anatomique. Vous avez ici des illustrations qui ont été extraites de présentations d'Antoine Giovanni, également Dominique Morsom à l'école d'été Porquerolles 2016. Voilà, et donc on a un retrait d'un nodule ici par microchirurgie laser. Voilà, et donc on peut aussi avoir une cordectomie plus ou moins étendue en fonction de la pathologie. Donc les limitations, c'est qu'en rééducation vocale, il y a un grand savoir-faire des praticiens, mais qui sont toujours en demande de recherche fondamentale pour adapter les pratiques thérapeutiques. Donc il y a vraiment un besoin de mieux comprendre ce qui se passe au niveau du tissu vocal, de mieux comprendre son comportement mécanique. En microchirurgie, on a aussi des troubles post-opératoires qui sont possibles lors d'interventions invasives en profondeur, et notamment lorsqu'on s'attaque aux couches fibreuses de la lamina propria. Donc vous avez ici, par exemple, l'exemple d'un patient avec des lésions cicatricielles, voilà, qui a vraiment des difficultés pour émettre un son à cause des cicatrices qui ont été faites sur le pli vocal, en superficie. Voilà. Et donc actuellement, il y a pas mal d'équipes de recherche qui travaillent à développer des solutions thérapeutiques qui soient capables de contrecarrer ces lésions cicatricielles, notamment de façon durable.
Alors, les limitations actuelles en clinique sont en partie liées au manque de connaissances fondamentales en biomécanique phonatoire sur le tissu vocal. Et donc là, je voulais juste revenir un peu sur ces difficultés. Pourquoi c'est compliqué à étudier? Donc on en a déjà parlé au cours de l'atelier, mais si on regarde les moyens d'investigation du pli vocal in vivo, eh bien, on a un excès qui est très difficile par les techniques standards de visualisation des tissus mous, hein, typiquement les ultrasons. Pas facile de voir quelque chose. Dans les gold standards que sont la vidéo, laryngostroboscopie ou la cinématographie ultra rapide, on a des vues partielles 2D du plan supérieur des plis vocaux, mais on n'a pas d'informations sur la microstructure du pli vocal. Donc on a du coup un certain nombre d'études ex vivo, avec les différents tests que je vous ai montrés, mais qui ne renseignent pas, à l'heure actuelle, sur le réarrangement microstructural 2D ou 3D des tissus une fois qu'ils sont déformés. On n'a pas accès à l'information interne du tissu. Alors vous avez ici quelques illustrations sur les avancées en imagerie de la structure 3D interne du pli. Alors vous avez par exemple au-dessus des essais qui ont été faits en micro-IRM au champ magnétique. Alors on a par exemple en haut à gauche le muscle vocal et puis la couverture du pli qui sont vraiment qu'on peut vraiment distinguer. Donc la limitation ici, c'est la résolution spatiale qui est déjà excellente, mais qui descend au maximum à 40 microns, et ce pour des champs magnétiques d'environ 12 Tesla. Donc on n'a pas d'information à l'échelle vraiment de la fibre elle-même. Hein, la fibre de collagène pouvant descendre à 1 micron ou 20 microns en diamètre. Pour voir les fibres de collagène, on a des études qui sont menées en microscopie confocale, donc basées sur la fluorescence du collagène. Donc ça, ce sont des mesures qui ont été faites en 2012 par les équipes de Keller et également les équipes de MIRI à McGill. Donc là, ça donne vraiment des informations sur l'arrangement structural des renforts fibreux de la lamina propria, mais c'est sur des profondeurs de champ qui sont très petites, de 1 à 20 microns, donc sur des tout petits morceaux de tissu. C'est la limitation. Voilà, donc c'est difficile d'identifier chaque élément constitutif 3D à l'échelle du tissu, même si le tissu reste assez petit par rapport aux autres tissus biologiques. Et donc ça a des conséquences de ne pas savoir caractériser le pli vocal à ces échelles. Eh bien, ça explique que les maquettes des plis vocaux, les premières maquettes qui commencent à prendre en compte les renforts fibreux, essayer de simuler un petit peu, enfin, de prendre en compte les fibres dans les maquettes, ça date des années 2012-2013. Hein, l'ensemble des maquettes avant, elles sont soit rigides, soit déformables, homogènes isotropes, en prenant en compte différentes couches, avec différentes raideurs pour les couches, mais les renforts fibreux n'apparaissent vraiment que récemment. Alors les limitations dans ces maquettes-là, hein, qui donnent beaucoup d'informations et qui ont vraiment permis d'avancer la recherche en biomécanique phonatoire, c'est malgré tout que une fois couplé à un écoulement d'air, on n'a pas encore de réplique qui soit capable de mimer le comportement vibratoire des plis vocaux, typiquement observé en phonation. Donc il y a encore des choses à faire pour pouvoir reproduire la gamme de fréquences fondamentales de vibration, les pressions d'onset d'oscillation qui sont trop élevées, les déphasages entre les parties hautes et basses, dont je vous ai expliqué, qui étaient très importantes aussi pour l'entretien des auto-oscillations. Et donc il y a encore des recherches à mener pour continuer à améliorer ce type de maquette. D'un point de vue théorique et numérique, là aussi, hein, les premières modélisations qui prennent en compte l'aspect multi-échelle et l'échelle microscopique des fibres de collagène, essentiellement le collagène dans un premier temps, eh bien, elles apparaissent dans les années 2013-2014, voilà, avec l'équipe de Luc Mongeau et de MIRI. Et elles sont très prometteuses pour essayer de mieux comprendre justement les grandes déformations et puis la non-linéarité dans les tissus vocaux. Voilà, donc jusqu'à présent, on a quand même beaucoup d'approches phénoménologiques pour modéliser le comportement mécanique du pli vocal. Et donc, en tout cas, à mon sens, les formulations théoriques à l'échelle des fibres est vraiment une piste à développer et à étendre à des chargements complexes, dynamiques, tels qu'endurés par les plis vocaux en phonation. Voilà, donc c'est un petit peu dans ce contexte-là, et puis pour avancer vers ces recherches-là, que, avec plusieurs collaborateurs du site de grenoblois essentiellement, donc avec les laboratoires 3SR, Gypsalab, le LADAF, le CHU de Grenoble,
Et donc, grâce également à la plateforme du synchrotron, les grands instruments qu'on a sur Grenoble, eh bien, on essaye d'avancer dans cette voie-là, en collaboration également avec le LBTI, Laboratoire d'ingénierie tissulaire. Eh bien, grâce à une ANR, on va essayer d'avancer sur l'investigation de la microstructure fibreuse du tissu vocal à la biomécanique phonatoire pour mieux comprendre les micromécanismes de déformation du pli vocal. Voilà, et donc l'objectif global de ce projet, qui a débuté depuis la thèse de Thibaut Cochereau, c'est donc de développer la caractérisation expérimentale des réseaux fibres des plis vocaux humains à cette échelle des fibres musculaires, de collagène et d'élastine. Et donc là, je vous présente quelques premiers résultats sur la stratégie sur laquelle on part. Donc, ce sont une stratégie qui est basée sur le développement expérimentaux mené grâce à la microtomographie à rayon X synchrotron, qui a permis des avancées récentes pour visualiser la microstructure 3D de tissus biologiques et en particulier de tissus musculaires. Donc vous avez ici à gauche, par exemple, des expériences qui ont été faites sur un poisson zèbre qui fait 5 mm de longueur, et où on voit donc à gauche des expériences en micro-CT à rayon X, et puis des expériences plus standards en histologie. Et on voit qu'à gauche, on peut voir donc des myofibrilles, donc des fibrilles individuelles de muscles, à une échelle qui descend en dessous de 5 microns et qu'on retrouve sur les coupes histologiques plus standards. Vous avez ici à droite la reconstruction 3D, la radiographie d'un cœur de souris qui a été aussi scanné sous microtomographie à rayon X synchrotron, où on voit le réarrangement des fibres musculaires dans le cœur de la souris. Alors, je vous présente en fait des expériences qui ont été menées sur des échantillons laryngés et des échantillons également de plis vocaux, donc sur différents larynx humains issus du long du corps. Donc ce sont des tissus qui ont été excisés dans les 48 heures post-mortem, préservés par congélation, et donc pour lesquels on a testé différentes conditions de conservation des tissus, donc soit décongelés, soit décongelés puis plongés dans une solution aqueuse d'éthanol de concentration variable entre 30 et 100%. On a mené une première série d'expériences à rayon X en plaçant ces échantillons laryngés dans un dispositif de maintien et de conditionnement spécifique qui a été développé pour répondre à des contraintes techniques, pour minimiser l'atténuation des rayons X, pour respecter des contraintes d'hygiène et de sécurité, mais aussi et surtout pour reproduire la balance du cartilage thyroïde de part et d'autre du cartilage cricoïde, qui participe à l'élongation des plis vocaux in vivo. Et donc, le dispositif a également été conçu pour réguler les conditions hygrométriques donc autour de l'échantillon pendant les scans. Donc ça, c'est une première série d'expériences à l'échelle du larynx pour visualiser de façon plus fine les renforts fibreux dans le tissu vocal. Eh bien, les médecins collaborateurs ont excisé les plis vocaux. Donc vous avez ici, par exemple, une image. On voit quelque chose de très petit, 2 cm. Et donc différentes conditions de conservation du tissu ont été appliquées aussi, donc soit un pli décongelé, soit un pli cryopréservé grâce à de la carboglace à moins 80 degrés, soit plongé dans du formol à 10%, ou alors plongé dans une solution d'éthanol de concentration variée et de temps de diffusion également variés. On a aussi préservé un échantillon pour faire des colorations histologiques plus standards dans l'investigation des tissus mous, pour essayer de mieux comprendre ce qu'on observait au niveau des scans, parce que ce n'est pas une modalité d'imagerie très usuelle. Et là encore, donc à cette échelle, on a développé différentes procédures de conditionnement. Un premier, bien pour maintenir l'échantillon fixe et congelé pendant le scan. Un deuxième pour eh bien, faire une étude sur des petites portions du pli vocal. Donc vous avez ici un cône qui est fermé à ses extrémités, qui fait 5 mm de diamètre, qui contient un petit échantillon du pli vocal, muscle et lamina propria inclus. Ça, c'est important si on veut descendre à des résolutions très petites. Et puis, un dernier dispositif, on n'a pas encore tiré sur l'échantillon pendant le scan, mais l'idée, c'est de montrer la faisabilité de futurs tests de traction sous déformation et pendant l'acquisition de scans au synchrotron. Voilà. Alors, je vous fais un petit rappel aussi sur la microtomographie en rayon X en laboratoire. Donc, pour faire des essais, pour scanner un échantillon en laboratoire, donc il faut une source de rayon X.
Il faut un dispositif de fente optique. On a l'échantillon ici en bleu qui est caractérisé par une épaisseur D et puis un coefficient d'absorption, mu, et puis un détecteur haute résolution, CCD. Donc, quand un faisceau de rayons X traverse de la matière, on a une partie qui est absorbée et puis une partie qui est transmise, une partie de l'intensité, l'énergie qui est transmise au détecteur. Et donc, en mode d'imagerie conventionnelle, en mode d'absorption, eh bien, on peut discerner les différents tissus biologiques en fonction de leur coefficient d'absorption. Donc, par exemple, là, on distingue très très bien tout ce qui est cartilage, qui peut être même ossifié, donc le calcium, des autres tissus mous. Ceci dit, quand on regarde le pli vocal, même si on descend en résolution, à 12 ou 45 microns, ce qui est quand même une résolution très petite, eh bien, ça apparaît comme un tissu complètement homogène. On n'arrive pas à voir les fibres, parce qu'à l'intérieur, on a des matériaux qui ont à peu près les mêmes coefficients d'absorption. Voilà, de l'eau, du collagène, tout ça, et donc on n'arrive pas à discerner ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'on a fait nos expériences à l'ESRF, donc au synchrotron, donc sur la ligne de lumière ID19, qui permet des modalités d'imagerie assez exceptionnelles, donc qui ont l'avantage d'être sensibles à la fois au mode d'absorption, donc avec l'atténuation des rayons X, mais aussi à la variation de phase entre le faisceau incident et puis le faisceau qui est transmis. Donc c'est l'imagerie par contraste de phase. Et donc typiquement, vous avez un échantillon ici, c'est un composite donc du 3SR, un composite vert fait à partir de biomasse végétale, voilà, qui a été scanné au laboratoire, puis qui a été scanné à l'ESRF. Donc on voit que grâce à l'imagerie de contraste de phase, on peut voir des choses dans ces matériaux-là qu'on ne peut pas voir autrement sur des modes d'imagerie plus standards. Donc du coup, on a monté cette série d'expériences et on a scanné les différents tissus excisés, donc dans différents plans de rotation, pour pouvoir reconstruire en 3D le cartilage, enfin les larynx excisés. Alors voilà les différents résultats qu'on a pu avoir. Ici, on vous montre la première détection qu'on a réussi des réseaux de fibres, donc après avoir optimisé un certain nombre de paramètres optiques et de paramètres également de préparation des tissus. Donc typiquement, on a décongelé le tissu vocal, on l'a placé à 11 mètres d'un capteur CCD, donc pour avoir vraiment une variation de phase très importante. On a optimisé les setups optiques pour avoir un pixel de 13 microns, une énergie incidente de 60 kV. Et on a également utilisé l'éthanol à 100% comme agent de contraste ici, parce que sans éthanol, à cette échelle-là, dans le larynx, on n'arrivait pas malgré tout à voir les réseaux de fibres. Alors vous avez du coup ici une coupe frontale du larynx, avec donc la trachée, le pli vocal, le pli vestibulaire, fausse corde vocale au-dessus, où on voit qu'on a une grande hétérogénéité de densité dans le larynx. Vous avez, même au sein du cartilage thyroïde, on n'a pas quelque chose qui est complètement homogène, on a des parties qui sont ossifiées partiellement. Ça, c'est quelque chose qui est connu aussi avec l'âge. On a ici une identification d'un arrangement multicouche, avec le muscle vocal et puis la lamina propria, ici dans le pli vocal. Et si on zoome sur la partie pli vocale, on a une identification des faisceaux de fibres du muscle qui donne une texture optique vraiment à cette partie musculaire. Donc on peut quantifier l'ensemble, évidemment. Et alors on se rend plus compte de l'arrangement des réseaux de fibres quand on regarde la coupe ici transverse dans le plan jaune du muscle vocal. On a ici la glotte, la lamina propria et le muscle vocal, où on voit un arrangement des fibres qui est partiellement ondulé, à cet état de déformation nul. Alors on a travaillé pour essayer de quantifier ces données, d'extraire de ces images des données morphologiques, par exemple détecter les contours de la lamina propria, faire tourner des algorithmes d'imagerie sous Imagib par exemple pour avoir une cartographie 3D des épaisseurs locales dans la lamina propria. Également avoir une estimation de la tortuosité des faisceaux de fibres dans la couche musculaire. Donc là, on a également utilisé des plugins disponibles sur ImageJ, les plugins orientation J. Vous avez ici les références des gens qui ont développé ces techniques-là.
Donc l'idée, c'est d'avoir une estimation, une quantification de l'orientation locale des fibres. Donc on a une couleur par orientation locale des fibres dans cette structure ondulée. Et donc si on trace l'évolution de ces variations locales d'orientation le long de la direction principale du renfort fibreux, on peut remonter à une estimation de la période spatiale de la tortuosité des fibres de muscles. Donc et là, de l'ordre de 1,3 mm. Alors, si on passe à la seconde série d'expériences qui a été menée à l'échelle du pli vocal, vous avez ici typiquement une reconstruction 3D du pli vocal issu d'un corps d'une femme de 92 ans. Vous avez donc l'épithélium ici, la lamina propria et puis le renfort de fibres musculaires. Si on regarde ce qui se passe vraiment dans le plan orange, là, dans le plan du coup frontal, donc on a l'épithélium ici qui est saturé en blanc, cette partie-là qui est très hétérogène, qui est la lamina propria, et puis les premières fibres de muscles qui apparaissent ici. Donc là encore, c'est une qualité d'imagerie qui a été obtenue après avoir optimisé à la fois les paramètres optiques et puis les paramètres de conservation du tissu. Et on est descendu donc à une résolution submicronique, donc 0,65 microns, pour avoir l'ensemble de ces détails. Là, encore une fois, on a dû utiliser l'éthanol à 70% comme agent de contraste pour pouvoir bien discerner l'ensemble des structures. Si on trace ce qui se passe sur cette partie-là, qui est une partie qui nous intéresse dans un premier temps, la partie du tissu conjonctif, de la lamina propria, donc ça, c'est ce qu'on observe dans les plans perpendiculaires en vert, en différents points. Donc on voit ces renforts de fibres qui apparaissent, qui montrent donc des orientations préférentielles, qu'on arrive encore mieux à voir si on fait défiler l'ensemble des images sur la stack 3D. On a des faisceaux qui sont de l'ordre de 2 à 10 microns et qui sont également assez tortueux, encore une fois, dans un tissu qui a été excisé et qui n'est pas déformé. Alors là, on a pu se dire qu'on était dans la lamina propria, sous l'épithélium, à côté du muscle, parce qu'on a comparé l'ensemble de ces clichés avec des images plus standards obtenues en histologie. Donc là, ce sont des colorations pour mettre en relief le collagène de type 3, la réticuline. Donc ça, c'est les travaux qui ont été faits par Anne McClear-Florin. Donc on a ici l'épithélium. Donc c'est le même corps, mais le pli opposé. Et donc on a ici les fibres de collagène qui sont plus ou moins denses quand on s'approche du muscle, et en orange ici les fibres musculaires. Donc là, voilà, on a effectivement un gradient de propriété qu'on peut déjà voir au niveau des coupes histologiques standards. Si on regarde ce qu'on a du côté du muscle ici, et qu'on trace la coupe transverse, voilà ce qu'on obtient. Donc on a deux orientations préférentielles du muscle. Donc on voit, on a des fibres qui sortent de l'écran, des fibres qui vont dans la direction longitudinale ici. Et donc qu'on peut corréler aux analyses qui sont faites en histologie, qui sont très semblables, qui mettent également en relief l'orientation de ces renforts fibreux. Alors, ce qui est aussi intéressant, et c'est comme ça qu'on a pu discriminer un peu les fibres musculaires du reste, c'est que l'imagerie CT scan synchrotron nous a permis aussi d'observer les différentes stries des fibres musculaires qu'on peut observer aussi sur l'histologie et qui sont caractéristiques de ce type de fibres. Donc, l'avantage évidemment de cette technique, c'est qu'on a l'information en 3D, même si derrière les analyses d'images ne sont pas les plus simples. Alors, de ces images-là, on peut aussi quantifier un certain nombre de données morphologiques. Donc, par exemple, étudier, chercher les centroïdes des différentes fibres musculaires, leurs contours, et puis avoir une distribution de la taille des fibres musculaires. Donc, ça a été fait sur un petit échantillon volumique de 150 slices. Donc on a un pic à 30 microns des fibres musculaires en considérant le diamètre équivalent circulaire de ces fibres, puisqu'elles n'ont pas une forme totalement circulaire. Donc on peut faire un certain nombre d'analyses morphologiques qu'on peut relier aux analyses morphologiques qu'on peut faire sur une seule fibre musculaire qu'on peut isoler de l'ensemble du volume. Donc là, on a essayé de suivre une fibre. Donc difficile de savoir où est-ce qu'elle s'arrête exactement, mais bon, on a essayé de la suivre le long et de l'isoler d'un volume complet.
Et si on regarde comment traiter les images à l'échelle du collagène, à l'échelle du collagène, de l'élastine et de la lamina propria, eh bien on a pu faire tourner un certain nombre d'algorithmes qui sont développés depuis un certain nombre d'années à 3SR pour quantifier en fait l'orientation locale des réseaux de fibres dans un matériau organisé ou désorganisé. Et donc, vous voyez que la résolution actuelle ne permet pas de suivre une fibre de collagène toute seule. C'était difficile de les délimiter, mais avec la texture optique qu'on a, on est quand même capable d'avoir des informations sur la fonction de distribution d'orientation à l'échelle du tissu. Voilà, donc en conclusion, vous présente un peu ces avancées expérimentales qui sont encourageantes pour l'étude de 3D multi-échelle du tissu vocal. Donc c'est une technologie qui a besoin encore d'être éprouvée, répétée, ça reste assez lourd à mettre en place, mais ça a permis quand même d'avoir des premières informations sur le tissu vocal à l'échelle du larynx, donc non excisé, encore dans son environnement quasi physiologique, bien qu'excisé, à l'échelle de ces différentes couches, donc le muscle vocal et la lamina propria. On a pu aussi voir un peu les gradients de propriété à l'intérieur du tissu, donc dans le muscle et dans la lamina propria, et puis quelques premiers résultats pour essayer de traquer les informations à l'échelle d'une seule fibre. Voilà, donc la suite, c'est d'essayer de voir comment l'ensemble de ces échelles, de ces structures évoluent une fois qu'on déforme le tissu. Et puis tout ça, ça permettra d'enrichir les modélisations actuelles, de donner des données d'entrée pour la modélisation multi-échelle mécanique des couches du pli vocal. Dans un premier temps, sur les couches superficielles, puisque c'est celles sur lesquelles on a le moins d'informations. C'est aussi celles sur lesquelles la résolution est un peu limitante, etc. Donc, parce que c'est très petit, parce que c'est difficile d'accès, eh bien, il y a beaucoup de modélisations qui essayent de se développer pour essayer de mieux comprendre le rôle de ces couches-là pour le tissu vocal. Voilà, et je voulais juste finir là-dessus en vous donnant, pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut servir tout ça, justement, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Myri. Donc Thibaut Cochereau développe donc des modèles micromécaniques du pli vocal, d'abord d'une couche de la lamina propria, en essayant d'assimiler la couverture muqueuse à un renfort de fibres organisé, périodique, vraiment idéalisé, simplifié. Mais l'idée, c'est qu'en mettant des informations sur la géométrie des renforts fibreux, sur leur mécanique, on peut prévoir, par les outils de la mécanique, eh bien, le comportement du composite qui est le pli vocal, si on le considère comme un assemblage, par exemple, d'acide hyaluronique et puis de renforts de collagène. Et donc, avec les équations de la mécanique ou alors la théorie des vibrations, on peut aussi, de façon simplifiée dans un premier temps, calculer les fréquences naturelles de vibration d'un tel composite en fonction de l'allongement qui est appliqué. Donc c'est un cas idéalisé, mais c'est pour vous montrer que si on avait un matériau complètement isotrope avec que de l'acide hyaluronique sans fibre dedans, on a des fréquences naturelles qui, en fonction de l'allongement, ne sont pas très très élevées. On peut étirer la structure, mais ça ne va pas vraiment faire varier les fréquences de vibration. Si maintenant on s'amuse à faire varier les paramètres géométriques des renforts fibreux dans ce composite-là, donc ce qui serait un petit peu le rôle du collagène, mais aussi des fibres musculaires, en considérant différentes tortuosités, différents diamètres, eh bien, on voit qu'on balaie des fréquences de vibration bien plus importantes. Et donc, on a un impact de la rigidité du renfort fibreux sur les fréquences naturelles de vibration, en particulier à grande déformation. Vous voyez, là, si on change, on considère non plus d'avoir des gros cibles de collagène de type 1, mais de la réticuline, donc 30 nanomètres, le modèle prédit d'autres fréquences. Bon, ça reste un modèle, évidemment, tout ça appelle une validation, etc. Mais ça nous encourage dans l'hypothèse de creuser vraiment l'influence des renforts fibreux sur les propriétés vibratoires du tissu vocal. Voilà, je crois que je vais finir là. Donc c'était la conclusion. Voilà. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour étudier le tissu vocal à une échelle qui reste macroscopique ou mésoscopique. Je pense qu'effectivement, dans les prochaines années,
Ce sont des choses qu'on va voir se développer, descendre vraiment à l'échelle des fibres d'élastine, de collagène, des fibres musculaires, pour mieux comprendre justement leur implication dans les propriétés mécaniques remarquables du pli vocal. Voilà. Et donc tous ces modèles-là pourront être implantés dans des modèles éléments finis pour vraiment raffiner l'ensemble notre compréhension de la biomécanique phonatoire. Et puis en termes de maquettes, justement, effectivement, je vous ai montré que les maquettes, elles restaient pour le moment assez homogènes isotropes. On peut aussi aller vraiment sur des maquettes qui prennent en compte ces différents renforts fibreux, en intégrant des renforts fibreux à l'intérieur des maquettes, pour mieux comprendre comment se déforme le tissu vocal et approcher un peu plus ce qui se passe dans la réalité. Bon voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Thank you.